La voiture était posée dans le coin de la salle des enchères comme un objet dont personne ne s'était donné la peine de se débarrasser. Une fine pellicule grise de poussière couvrait le capot. La peinture s'était cloquée et écaillée le long des ailes, et l'étiquette manuscrite du lot suspendu au rétroviseur indiquait 5 000 à 8 000 $ sans réserve. Personne ne se tenait près d'elle. Personne ne la regardait même. Et puis Gisèle Hartwell, la directrice générale des enchères Prestige Hartwell, le nom le plus puissant des ventes de biens de haut standing à New York, passa devant, baissa les yeux vers l'homme accroupi à côté avec une petite lampe de poche à la main, et prononça 4 mots que tout le monde à portée de voix entendit clairement. Ferraille, sans valeur. L'homme en veste de travail usé ne se releva pas. Il ne discuta pas. Il continua simplement à examiner le soubassement avec l'attention calme et sans hâte de quelqu'un qui savait déjà quelque chose que la salle ignorait. Que vit Lucas Grant dans cette voiture qu'une salle entière d'experts avait manqué? La réponse vaut 8 millions de $, et elle commence par une leçon que son père lui avait enseignée il y a longtemps. Lucas Grant chargea le dernier de ses outils dans le vide-pied passager de son pick-up à 6h45 un mardi matin, vérifia le rétroviseur par habitude, et quitta la rue étroite de Brooklyn où son atelier occupait le rez-de-chaussée d'un entrepôt reconverti. Le ciel avait cette teinte particulière de gris pâle qui précède le réveil complet de la ville, et la circulation sur le pont était encore assez fluide pour qu'il voie clairement l'East River en contrebas. Mia était assise à côté de lui, 6 ans, son renard en peluche rouge qu'elle appelait rouillé serré sous un bras. Elle avait l'habitude de sa mère de se réveiller complètement alerte. Pas de transition ensommeillée, juste les yeux ouverts et déjà des questions. « Quelle est ta voiture préférée dans le monde entier ?» demanda-t-elle en ajustant l'oreille de rouillé avec le sérieux concentré de quelqu'un qui arrange quelque chose d'important. Lucas y réfléchit un moment, comme il le faisait toujours pour les questions de Mia, pas rapidement, car elle savait toujours quand une réponse était précipitée. « Une voiture que personne n'a encore regardée de la bonne façon, » dit-il. Elle hocha la tête comme si cela avait parfaitement sens. Elle se cala dans le siège et regarda les câbles du pont passer au-dessus, et Lucas garda les yeux sur la route. 3 ans plus tôt, Lucas était ingénieur châssis pour une petite mais respectée équipe de course Formule Héritage, un poste qu'il avait obtenu non par relation mais par une connaissance mécanique obsessive qui mettait les autres ingénieurs mal à l'aise au dîner, car la conversation n'allait jamais ailleurs. Son père, Raymond Grant, avait passé 40 ans à documenter l'histoire des constructeurs américains de course, et sa fixation particulière était Callaway Racing, une entreprise éphémère de Détroit qui avait produit certains des prototypes d'usines les plus sophistiqués du début des années 1960 avant qu'un incendie d'entrepôt en 1965 n'ait soi-disant détruit la plupart de ce qu'ils avaient construit. Raymond parlait de la GTR 0 comme d'autres pères parlaient de poissons légendaires qu'ils avaient presque attrapés. Le seul prototype d'usine, le premier sorti de la chaîne, disparut probablement, mais pas certainement. Lucas avait grandi avec cette histoire comme d'autres enfants grandissent avec des contes de fées. Sa mère, Claire, était morte dans un accident de circulation quand Mia avait 3 ans, et Lucas avait quitté l'équipe de course 6 mois plus tard, non parce qu'il ne pouvait pas gérer le travail, mais parce qu'un paddock à Monaco et une fillette de 6 ans à Brooklyn ne sont pas compatibles de la manière qui compte le plus. Il ouvrit l'atelier. Il apprit à préparer les repas d'école. Il garda les classeurs de recherche de son père sur une étagère au-dessus de son établi. Ce jour-là, il roulait vers l'Upper East Side pour une prévisualisation matinale d'une vente aux enchères de biens Hartwell. Le genre d'événement où les meubles de vieille fortune et les collections oubliées sont catalogués et vendus. Il n'était pas là pour les montres P.C. Philippe ni les huiles impressionnistes. Il était là pour tout ce qui était mécanique, tout ce qui était négligé, tout ce qui se trouvait au fond du catalogue que les principaux enchérisseurs ignoraient. Il gara le camion à 2 rues de l'adresse, inscrivit Mia à la salle de garde gratuite que Hartwell fournissait près de l'entrée principale, une petite pièce avec des poufs et une télévision diffusant des dessins animés, embrassa le haut de sa tête, et franchit les hautes portes d'entrée du lieu avec sa lampe de poche dans la poche de sa veste et la voix de son père quelque part derrière ses yeux. La grande salle avait un au plafond et était déjà bondée d'invités en prévisualisation. Tous se déplaçaient avec la confiance particulière des gens habitués à être dans des pièces où des objets coûteux sont exposés. Lucas longea les bords, lisant les étiquettes des lots méthodiquement, s'arrêtant devant un ensemble d'équipements vintage pour changer les pneus et une caisse de jauge de tableau de bord des années 1950. Puis il tourna le coin près du mur du fond et s'arrêta.
La voiture était poussée contre le mur entre deux racks de rangement d'œuvres encadrées, à moitié bloquée par un chariot d'équipement roulant, placé comme si quiconque l'avait mise là avait activement essayé de la cacher. La peinture, un vert olive terne, n'était pas d'origine, loin de là. La carrosserie était erronée pour tout modèle de production qu'il reconnaissait, modifié ou partiellement démonté, les lignes d'ailes altérées. Mais en dessous de tout cela, visible seulement si on savait précisément où regarder, les proportions de la ligne de toit étaient inhabituelles d'une manière très spécifique. Lucas s'accroupit et alluma sa lampe de poche. Il était encore accroupi là, penché sous la porte côté conducteur, quand il entendit des pas s'arrêter tout près. Il leva les yeux. Jazelle Hartwell l'observait avec une expression mêlant curiosité légère et quelque chose proche de l'impatience, le regard de quelqu'un interrompu par un problème qu'elle n'avait pas demandé. Elle portait un tailleur gris anthracite qui avait probablement coûté plus que le loyer mensuel de l'atelier de Lucas, et son apprentie évaluatrice, une jeune femme avec un porte-bloc que Lucas apprendrait plus tard s'appelait Diana Walsh, se tenait un demi-pas derrière elle. Jazelle regarda la voiture, puis Lucas, puis la voiture à nouveau avec l'évaluation brève et efficace de quelqu'un qui avait déjà décidé. Cela n'a aucune valeur réelle, dit-elle, sa voix portant clairement dans la salle au haut plafond. Il est ici par courtoisie pour la famille de la succession. Nous ne voulions pas les refuser. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer, puis ajouta avec une petite précision qui atterrit exactement où elle le voulait. Je ne suis pas sûr que cette prévisualisation convienne à certains budgets. Quelques autres invités à proximité jetèrent un coup d'œil. Un ou deux faillirent sourire. Lucas ne se leva pas immédiatement. Il regarda la voiture encore 2 secondes, la lampe toujours en main, puis se leva et rencontra les yeux de Jazelle sans expression particulière. « Merci de m'avoir informé, » dit-il. Elle continua son chemin. Lucas se retourna vers la voiture et examina le tablier à travers l'espace derrière l'aile. Diana Walsh s'attarda un moment, pas ostensiblement, juste un battement plus long que nécessaire. Et quand Lucas lui jeta un regard, elle détourna les yeux la première. Un homme en costume noir apparut brièvement au bord de la salle. Montre Rolex imposante au poignet, le mouvement aisé de quelqu'un qui passait beaucoup de temps dans des pièces comme celle-ci et avait cessé de les remarquer des années plus tôt. C'était Jason Cole, un collectionneur et revendeur de niveau intermédiaire qui achetait et retournait des lots automobiles spéciaux depuis 2 décennies. Il regarda le lot 47 avec le coup d'œil rapide et exercé de quelqu'un triant une caisse pour quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Ne trouvant rien qui l'intéressait, il passa par la porte vers la salle de garde. Lucas pouvait voir Mia debout au seuil, rouillée sous le bras, le regardant. Il lui fit un petit signe de tête. Elle disparut à l'intérieur. Lucas rangea sa lampe et marcha jusqu'au bureau d'inscription. La salle de vente se remplit à environ 60% pour la session principale, et se vida considérablement après les lots phares, une collection de bijoux de succession et 2 tableaux significatifs liquidés dans les 40 premières minutes. Le lot 47 fut appelé vers la fin de la session après que la foule se fut redistribuée en petits groupes consultant leur téléphone et terminant leur café. Le commissaire-priseur, un membre du personnel Hartwell remplaçant pour la dernière ligne droite, l'annonça avec le même ton neutre et brusque utilisé pour tout le reste. Un lot étoile 47 articles automobiles estimés 5 000 à 8 000 vendus en l'état. Pas de garantie, pas de réserve. Enchère à partir de 3 000. 3 000 devint 5 000 dans les 30 premières secondes, ce qui ne surprit personne. Et puis la salle redevint silencieuse, comme les salles deviennent silencieuses quand personne ne veut particulièrement quelque chose. Lucas leva son paddle à 8 000. Jason Cole, positionné dans un coin éloigné les bras croisés, remarqua l'enchère et regarda de l'autre côté de la salle pour la première fois avec une attention sincère. Il leva son propre paddle, 9 000. Avec le réflexe automatique d'un homme qui déteste perdre contre quiconque, même des choses qu'il ne veut pas vraiment. Lucas, 11 000. Jason Cole l'étudia de l'autre côté de la salle, la veste de travail, la posture attentive, la façon dont l'homme regardait la voiture plutôt que le commissaire, puis posa son paddle sur l'accoudoir. Pas la peine, disait son expression. Quoi que ce soit, ça ne vaut pas une guerre d'enchères. Le marteau tomba. Diana Walsh gérait les papiers à la table latérale, et elle fit glisser la facture de vente sur le comptoir sans rendre évident qu'elle observait le visage de Lucas. « Qu'avez-vous vu dedans » demanda-t-elle, assez bas pour ne pas porter.
Lucas signa son nom sur la ligne. Je n'en suis pas encore certain, dit-il, mais je pense que je le saurai d'ici la fin de la semaine. Mia attendait près de l'entrée principale avec une bénévole, rouillée sur l'épaule, regardant l'équipe de chargement attacher le crochet de la petite grue au châssis de la voiture. Elle est vraiment sale, dit-elle quand Lucas la souleva pour qu'elle voie mieux. Elle a attendu longtemps, répondit-il. Il l'attacha dans le camion, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à la voiture maintenant fixée sur la plateforme derrière eux, et roula de retour vers Brooklyn par le pont. Il travailla seul dans l'atelier cette première nuit après que Mia fut endormie. Les barres LED au plafond transformaient l'espace en un blanc propre et sans ombre, et Lucas tournait autour de la voiture dans un motif lent extérieur-intérieur, la même approche que son père avait toujours utilisée, commençant par la carrosserie et avançant vers ce que la carrosserie cachait. Les soudures de la structure intérieure furent la première chose. Pas du travail amateur, pas de l'automatisation de chaînes de production. C'étaient des soudures par points appliquées à la main avec un motif d'espacement distinctif datant d'une période spécifique et d'un niveau spécifique de fabrication. Construction d'équipes de course professionnelles du début des années 1960. Il photographia tout avec son téléphone. Chaque cadre composé soigneusement pour que la résolution tienne sous agrandissement. Il travailla sans musique, ce qui était son habitude. Quand quelque chose exigeait la concentration que le son interrompait, il ouvrit le capot. Le bloc moteur reposait dans le compartiment avec l'autorité silencieuse de quelque chose construit pour faire une chose spécifique extrêmement bien. Il dirigea la lampe vers la face gauche du bloc, la surface intérieure, celle que la plupart des gens ignoraient car elle faisait face au tablier et exigeait que l'on mette pratiquement la tête dans le compartiment moteur pour la voir. La marque de coulée était là, pressée dans le fer, chiffre en relief. Mars 1963, mars 1963. Lucas ne fit aucun bruit. Il tint la lumière stable et lut la marque 3 fois. Son père avait décrit cette marque dans un enregistrement audio que Lucas avait transféré sur son téléphone des années plus tôt et écouté tant de fois qu'il pouvait le réciter de mémoire. Si tu trouves jamais un bloc coulé en mars 1963 avec le préfixe CGT sur le châssis, tu cherches la plaque de châssis immédiatement. Ne t'arrête pour rien. Il retira la tête du compartiment moteur, se redressa, et pendant un moment il respira simplement. La plaque de châssis à l'emplacement standard avait été retirée. Les trous de fixation étaient là, légèrement noircis par l'âge, le motif de filetage intact mais vide. Ce n'était pas inhabituel pour une voiture passée par tant de mains en 60 ans. Ce qui importait était l'emplacement secondaire. Les voitures de course d'usine de cette époque avaient presque toujours un point d'identification de secours. Un tampon de repli appliqué par l'équipe de construction, placé quelque part d'assez incommode pour qu'un démontage casual le rate. Lucas retira le boîtier de la boîte à gants, 4 vis, un travail de 10 minutes, et tendit la main dans le renfoncement derrière avec une lampe portable. Le tampon était là, découpé directement dans le longeron. 6 caractères CGTR 0001. Il s'assit sur le sol de l'atelier d'eau contre la roue arrière et resta là un moment. CGTR 001, le numéro de châssis de la Callaway GTR 0, la seule jamais construite. La voiture que les archives historiques disaient avoir brûlé dans l'incendie de l'entrepôt Callaway Racing le 14 novembre 1965. Il se leva, retourna au tablier, et vérifia la troisième chose. Derrière le compartiment moteur, pressé entre les deux couches de la structure du tablier, une barre de renfort soudée à la main courait diagonalement sur la section supérieure. L'angle de soudure n'était pas parfaitement symétrique. Il n'était pas censé l'être. C'était la signature délibérée d'un artisan qui travaillait au toucher plutôt qu'au gabarit, environ 73 degrés d'angle. Une habitude si individuelle qu'elle avait été documentée dans un unique article technique d'histoire publié 30 ans plus tôt par l'Institut national d'histoire automobile. L'auteur de l'article avait décrit la technique comme appartenant exclusivement à un homme, le chef fabricateur Arthur J. Webb, qui avait soudé à la main chaque prototype d'usine Callaway de 1962 à 1965. Mia apparut à la porte de l'atelier à 3 heures du matin. Cheveux non peignés, rouillés pendant d'une main, pieds nus sur la marche de béton. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Je vais bien, » dit Lucas. « Retourne dormir. » Elle le regarda puis regarda la voiture avec le regard évaluateur que les enfants déploient quand ils soupçonnent les adultes de minimiser.
As-tu trouvé ce que tu cherchais? Lucas regarda la voiture un long moment. Je pense que je l'ai peut-être trouvée, dit-il. Elle retourna au lit à pas feutrés. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis 2 ans. Le docteur Samuel Webb avait 72 ans, retraité de la direction de l'Institut national d'histoire automobile et la seule autorité vivante sur les opérations d'usine de Callaway Racing. Il était aussi le fils d'Arthur J. Webb. Lucas l'avait rencontré 2 fois en personne, une fois enfant quand son père l'avait emmené à une conférence à Détroit, et une fois adulte quand Lucas était encore avec l'équipe de course et que le docteur Webb était venu authentifier des documents d'époque. Quand Lucas appela à 8 heures du matin le 3e jour, il n'expliqua pas toute la situation. Il lut simplement 3 informations de ses notes. À 03 1963 CGT 0001 bar tablier soudé à la main environ 73 degrés. Le silence à l'autre bout dura assez longtemps pour que Lucas vérifie si l'appel avait coupé. Puis le docteur Webb dit d'une voix devenue très calme et très prudente. « Envoie-moi des photographies. Toutes les photographies que tu as, tout de suite. » Lucas en envoya 47. 2 heures plus tard, le docteur Webb rappela en vidéo. Il avait un collègue avec lui, un académicien allemand nommé Dr. Hoffmann, l'un des rares chercheurs survivants qui avait travaillé directement avec les archives d'usine Callaway originales dans les années 1990. Le docteur Hoffmann passa les photographies une par une sans parler pendant près de 20 minutes. Quand il parla enfin, ce fut en anglais accentué mais précis. Et il adressa son premier commentaire non à Lucas, mais à l'image de la barre tablier à l'écran devant lui. « La soudure, dit-il, 73 degrés. C'est la technique d'Arthur. » Le docteur Webb traduisit le poids de cela, bien qu'il n'en ait pas besoin. « Mon père a soudé cette voiture. » Il y eut un silence dans l'appel différent d'un silence ordinaire. Le genre qui vient quand quelque chose longtemps cru impossible s'avère simplement improbable, ce qui est une catégorie entièrement différente. Le docteur Webb regarda Lucas à travers l'écran et parla directement. Si le moteur est d'origine, non modifié, non remplacé, et si le tampon de châssis est ce que tu dis, alors ce que tu as est la GTR 0, la seule. Il n'y a pas de seconde voiture. L'incendie a détruit les archives et les composants, mais pas la voiture. Lucas posa la question qui devait être posée. Valeur estimée. Le docteur Webb fut silencieux un moment. Nous avons besoin d'une authentification formelle avant que quiconque dise un chiffre, mais en parlant de manière conservatrice du marché actuel pour les prototypes de courses d'usine de cette importance, je dirais 7 à 9 millions est une estimation prudente. Cela pourrait monter plus haut. Lucas termina l'appel. Il posa le téléphone face contre l'établi et se tint à la fenêtre de l'atelier regardant la rue étroite. De l'autre côté du trottoir, Mia était dans la petite cour clôturée à côté du bâtiment de l'atelier, promenant rouillé le long du haut de la rambarde avec grande concentration, se narrant une histoire à elle-même d'une voix trop basse pour être entendue. Lucas la regarda longtemps. Puis il se retourna vers l'atelier et commença à préparer la voiture pour une inspection plus approfondie. Le SUV noir apparut devant l'atelier à 9 heures du matin le 5e jour. Lucas le vit de la fenêtre du 2e étage pendant qu'il faisait du café, moteur au ralenti, vitres teintées, la qualité particulière d'immobilité qui appartient à un véhicule attendant que son conducteur fasse quelque chose plutôt que d'aller quelque part. Jason Cole franchit la porte d'entrée sans frapper, ce qui n'était pas surprenant car les hommes comme Jason Cole ne frappaient pas aux portes des ateliers. Il avait un jeune avocat avec lui, mallette, coupe de cheveux coûteuse, la posture légèrement rigide de quelqu'un à qui on avait dit que ce serait une courte réunion. Jason regarda l'atelier, les outils accrochés au tableau perforé, les hydrauliques du pont, le calendrier d'un fournisseur de pièces sur le mur avec une expression qui réussissait à être simultanément non impressionnée et calculatrice. « Vous avez acheté une voiture à la session Hartwell il y a 2 jours, dit-il. « J'ai acheté une voiture, confirma Lucas. Tout traité correctement. J'ai les papiers. » Jason sourit d'un côté de la bouche. « Je ne suis pas ici pour les papiers. Je veux la racheter. » L'avocat plaça un dossier ouvert sur l'établi de Lucas. Un contrat déjà préparé. Un chiffre imprimé en gras en haut. 200 000 $. Virement le même jour. Lucas ne regarda pas le dossier. « Non, dit-il. » Jason marqua une pause à la manière d'un homme peu habitué à ce que ce mot soit le premier et seul offert. « Vous avez payé 11 500 $.
J'offre 200 000. C'est une offre raisonnable. Non, dit Lucas à nouveau de la même façon. L'expression de Jason passa à quelque chose de plus délibéré, le sourire social remplacé par le visage qu'il portait probablement dans les négociations qu'il s'attendait à gagner. À la famille de la succession, à ses propres avocats qui examinent les termes de la vente originale. Il peut y avoir une question sur savoir si des articles de valeur exceptionnelle non divulgués étaient correctement représentés dans l'inventaire de la succession. L'avocat déplaça légèrement son poids, ce qui indiqua à Lucas que cet argument avait un certain mérite technique et des lacunes significatives. Le lot a été vendu en l'état. Pas de garantie, pas de représentation de valeur, dit Lucas. Hartwell Prestige n'a fait aucune affirmation sur la voiture dans un sens ou l'autre. J'ai examiné les termes de vente avant de placer une enchère. L'achat est légalement complet. Le léger déplacement de l'avocat devint une légère immobilité, ce qui était plus informatif. Jason étudia Lucas un moment avec l'attention recalibrée de quelqu'un qui s'était attendu à une conversation plus courte. Mia apparut dans l'embrasure intérieure reliant l'atelier à l'escalier. Rouillée sous le bras, regardant l'homme inconnu avec la curiosité franche d'une fillette de 6 ans qui n'a pas encore appris à prétendre qu'elle ne regarde pas. Jason lui jeta un coup d'œil, puis revint à Lucas. Et quand il regarda Lucas à nouveau, quelque chose dans son expression avait changé. Un nouveau calcul, un type différent de levier considéré. Lucas ne regarda pas Mia. 300 000, dit Jason. Final. Lucas tourna la tête vers l'embrasure. Mia, dit-il très calmement. Monte à l'étage, s'il te plaît. Quand le son de ses pas eut disparu dans l'escalier, Lucas regarda Jason Cole et dit d'une voix calme et complètement égale. Vous devriez monter dans votre voiture et partir avant que j'appelle mon avocat. Jason Cole partit. Il s'arrêta à la porte et se retourna une fois, non pour parler, juste pour regarder la voiture sur le pont, encore dans sa peinture vert olive, encore cabossée et poussiéreuse, et aux yeux de tous sauf les bons, entièrement sans valeur. Son expression n'était pas celle d'un homme qui avait abandonné. Lucas regarda le SUV s'éloigner, prit son téléphone et appela le docteur Webb. « Nous devons aller plus vite, dit-il. » Le docteur Samuel Webb descendit de Boston le lendemain matin dans sa vieille Volvo. Arrivant à l'atelier de Brooklyn à 10 heures avec une mallette de documents en cuir sous un bras et un appareil photo 35 mm dans un sac en toile sur l'épaule. Il se gara au trottoir. Franchit la porte roulante ouverte et s'arrêta juste à l'intérieur regardant la voiture à 15 pieds de distance, aussi immobile que quelqu'un qui a attendu très longtemps quelque chose et n'est pas encore sûr que ce soit ce qu'il espérait. Il posa ses sacs et approcha lentement, comme on approche quelque chose de fragile, non parce que la voiture était fragile, mais parce que le moment l'était. Il s'accroupit à côté du compartiment moteur. Et quand il pressa sa paume à plat contre la barre diagonale soudée sur le tablier, sa voix était basse et pas tout à fait stable. C'est la soudure de mon père. Il ne parlait pas à Lucas. Il parlait au métal ou à une version de la pièce qui existait quelques 60 ans avant la présente. L'authentification prit 3 heures. Le docteur Webb travailla avec la patience méthodique d'un homme qui avait passé 50 ans à cela, photographiant tout sur film. Il ne faisait pas confiance au numérique pour des archives de cette importance et recoupa chaque découverte avec les documents qu'il avait apportés dans la mallette en cuir, plans d'usine Callaway originaux, journaux de construction annotés à la main de son père, un ensemble fragmentaire de factures de fournisseurs de 1962 et 63. Le tampon de châssis correspondait, la date de coulée du bloc correspondait, la géométrie de la soudure correspondait, et puis le docteur Webb trouva quelque chose que même Lucas n'avait pas trouvé car cela exigeait de savoir précisément où regarder et pourquoi cela pourrait y être. Glissé dans un renfoncement étroit le long du rail intérieur du tableau de bord, fixé à l'acier du cadre avec une petite attache métallique, se trouvait un cylindre de boîtier en plastique mince, le genre d'étui de préservation improvisé qu'un homme prudent pourrait construire à partir de matériaux disponibles dans un atelier d'outillage d'usine. À l'intérieur du cylindre roulé autour d'une courte tige en bois se trouvait une seule feuille de papier. C'était une fiche de construction, un registre de production d'usine daté du 31 mars 1963. Désignation châssis CGT 0001. Désignation moteur CBRV 80003 signature en bas de ligne astérisque AJ Webb chef fabricateur astérisque.
L'écriture était la cursive compacte penchée à gauche de quelqu'un qui avait écrit des notes de production dans les marges de plan pendant 30 ans. Le docteur Webb tint le papier dans les deux mains sans parler pendant très longtemps. Quand il leva enfin les yeux, ils étaient rouges. Il le cacha ici, dit-il. Il savait que la voiture ne serait pas brûlée. Il cacha la preuve. Lucas se tenait à la porte de l'atelier, main dans les poches. La lumière de fin d'après-midi entrant en angle sur le sol. Mia était descendue de l'étage et se tenait à côté de lui, sa petite main enveloppée autour de deux de ses doigts, regardant le vieil homme à l'établi avec la gravité d'une enfant qui comprend que quelque chose d'important se passe, même si elle ne peut pas le nommer. À 17 heures, le docteur Webb avait signé et notarié le certificat d'authentification formelle. Le document déclarait dans le langage précis et sans ambiguïté de quelqu'un qui avait passé une carrière à se préparer à écrire exactement cette phrase que le véhicule portant le numéro de châssis CGT R0001, coulé moteur daté de mars 1963 et fiche de construction d'usine signée par Arthur J. Webb était la Callaway GTR 0 prototype d'usine. Le seul exemplaire survivant et que sa valeur marchande équitable estimée dans le marché automobile de collection actuel se situait entre 7 500 000 et 9 millions de dollars avec potentiel pour un prix réalisé plus élevé aux enchères compte tenu de l'unicité historique de la pièce. Le docteur Webb serra la main de Lucas à la porte d'entrée, la tenant un moment avant de la lâcher. « Comment l'avez-vous trouvé » demanda-t-il. Lucas baissa les yeux vers Mia, qui s'appuyait contre le cadre de la porte. Rouillé en équilibre sur sa tête. « Mon père m'a appris à regarder » dit Lucas. Le docteur Webb hocha la tête, monta dans sa Volvo et roula vers le nord dans la soirée naissante. Lucas rentra et appela la ligne principale des enchères Prestige Hartwell. L'appel fut transféré 2 fois avant d'atteindre Gisèle Hartwell directement, ce qui était inhabituel pour un appel entrant non sollicité. Elle répondit avec l'efficacité pratiquée de quelqu'un gérant un emploi du tendance et Lucas dit ce qui devait être dit sans préambule. Il possédait la Callaway GTR 0. Elle avait été formellement authentifiée par le docteur Samuel Webb et il voulait la vendre via Hartwell Prestige dans une enchère dédiée à l'eau unique. Il y eut un silence sur la ligne différent des pauses de traitement d'une conversation d'affaires normale, plus long et formé différemment. Le silence de quelqu'un réarrangeant une image mentale plutôt que récupérant des informations. « Allô 47, dit Gisèle. « Oui, dit Lucas. » Un autre silence. « J'aurais besoin de voir les documents d'authentification. » Le docteur Webb est disponible pour un appel direct si nécessaire. Il y eut le son de quelque chose posé soigneusement sur une surface dure. Nous programmerons une session spéciale, dit-elle. Vendredi. Nous gérons toute la préparation de notre côté. Sa voix avait conservé sa précision professionnelle mais avait perdu quelque chose d'autre, une qualité particulière d'autorité contrôlée qui avait été présente dans chaque échange précédent, l'équivalent vocal de regarder quelqu'un d'une hauteur. Lucas dit « merci » et termina l'appel. Ce soir-là, Mia s'assit sur le haut tabouret à côté de son établi pendant qu'il travaillait sur une muscle car de 1968 qui n'avait rien de remarquable sauf qu'elle roulait et que son propriétaire en avait besoin pour la semaine suivante. « Tu vends la voiture sale » demanda-t-elle. « Oui » dit Lucas sans lever les yeux du carburateur qu'il reconstruisait. « Pourquoi ? Tu viens juste de la voir. » Lucas posa le flotteur et réfléchit à comment répondre d'une manière vraie et assez petite pour porter. Parce que certaines choses n'appartiennent pas à l'atelier d'une seule personne, dit-il. Mia considéra cela, tournant rouillé dans ses mains. Comme un livre de bibliothèque, dit-elle. Lucas la regarda. Exactement comme un livre de bibliothèque, dit-il. Elle sembla satisfaite de cela. Elle le regarda travailler jusqu'à ce que ses yeux commencent à se fermer. Puis il la porta à l'étage sans la réveiller, remonta la couverture et redescendit terminer le carburateur. Hartwell Prestige envoya le communiqué de presse à 8 heures le vendredi matin. Session spéciale l'eau unique 1963 Callaway GTR 0 seul prototype d'usine survivant authentifié par le Dr Samuel Webb. À 10 heures, 3 publications internationales d'histoire automobile avaient repris l'annonce. 12 enchérisseurs internationaux s'étaient inscrits pour l'accès à distance. La salle principale de vente au lieu Hartwell avait plus de monde à 11h30 qu'elle n'en voyait habituellement à ses ventes phares de printemps. Lucas roula par le pont dans le même pick-up. Mia à côté de lui dans une robe marine avec rouillé sur les genoux. Il portait une chemise blanche boutonnée et un pantalon sombre.
Pas de costume, pas de cravate, rien qui l'aurait rendu méconnaissable pour quiconque l'avait vu 3 jours plus tôt en veste de travail accroupi à côté d'une voiture que personne ne voulait. Il gara, prit la main de Mia et franchit l'entrée principale. Les gens regardaient, non à cause de ce qu'il portait, mais parce que son nom était en haut du communiqué, et quelques collectionneurs et revendeurs dans le hall avaient l'alerte particulière des gens qui ont récemment recalibré une supposition. Diana Walsh les rencontra à la porte principale avec 2 cartes d'accès. Elle regarda Mia avec une chaleur sincère. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle en s'accroupissant légèrement pour rencontrer le niveau des yeux de l'enfant. « Mia » dit la fillette. « Et voici rouillé. » Diana sourit du genre de sourire qui appartient à une personne plutôt qu'à un rôle professionnel et les conduisit à la zone d'attente des vendeurs, une pièce calme en retrait de la grande salle avec des chaises rembourrées et une fenêtre donnant sur la rue. Jason Cole était déjà dans la salle de vente quand Lucas passa avant le début de la session, assis au 2e rang, bras croisés, mâchoire serrée dans l'expression particulière d'un homme qui a décidé qu'il peut encore sauver quelque chose d'une situation qui a bougé substantiellement contre lui. Il s'était inscrit pour enchérir. Lucas nota cela et ne dit rien. Le docteur Webb était au 1er rang, sa mallette en cuir sur le siège à côté, regardant la voiture qui avait été amenée sur une plateforme basse, nettoyée soigneusement mais non restaurée. Chaque surface d'origine intacte et honnête avec l'attention patiente de quelqu'un assis avec un très vieil ami. Jazel Hartwell monta au pupitre. La salle se tut. Elle introduisit le lot avec le langage historique précis que les documents d'authentification fournissaient, lisant des notes qu'elle avait clairement préparées avec soin. Puis elle ouvrit les enchères à 2 millions. 2 millions devinrent 4 millions dans les 15 premières secondes, 3 enchérisseurs internationaux au téléphone arrivant simultanément des lignes distantes. 4 millions devinrent 5 800 000 avant que 30 secondes ne se soient écoulées. Jason Cole leva son paddle à 6 millions et le chiffre monta au-delà de lui. 6,5 millions d'un collectionneur japonais à l'écran, 7 millions de Cole, 7,8 millions de l'écran. Cole 8 millions. L'écran devint silencieux. Jazel regarda par-dessus la salle, sa voix stable. 8 millions une fois. Pas de mouvement des écrans. Lucas se tenait sur le côté de la salle près du mur, une main reposant sur l'épaule de Mia. Elle ne comprenait pas les chiffres. Ils étaient trop grands, trop abstraits, en dehors de l'échelle de tout dans sa vie quotidienne. Mais elle regardait le visage de son père et lisait ce qui s'y trouvait avec l'acuité que les enfants développent quand ils ont appris à prêter attention aux adultes dont ils dépendent. 8 millions. 2 fois. La salle retint son souffle. Le marteau tomba. Vendu. 8 200 000 $. La salle libéra des applaudissements, un murmure de voix, le doux percussion des téléphones levés. Jason Cole se leva, boutonna sa veste sans regarder personne, et sortit par la porte latérale avec la démarche mesurée de quelqu'un gérant une défaite en public. Le docteur Webb ne se leva pas. Il resta au 1er rang et regarda la voiture sur la plateforme avec les mains jointes sur les genoux et les yeux devenus brillants et humides. Lucas baissa les yeux vers Mia. Elle leva les yeux vers lui. Elle ne demanda pas pour le chiffre. Elle serra rouillé plus fort d'un bras et mit son autre main dans la sienne. Diana Walsh emmena Mia dans le petit salon près du couloir latéral avec une tablette chargée de dessins animés et Mia y alla volontiers. Rouillé déjà installé sur l'accoudoir à côté d'elle avant que la porte ne soit à moitié fermée. Jazel Hartwell trouva Lucas dans le couloir à l'extérieur de la salle principale, non le couloir imposant de l'entrée avant, mais le passage plus calme menant aux bureaux administratifs où le plafond était plus bas et l'éclairage plus chaleureux et il n'y avait rien à performer. Elle vint seule, pas de porte-bloc, pas d'assistante, pas la composition pratiquée qui accompagnait habituellement ses mouvements publics. Elle se tint en face de lui avec la posture de quelqu'un faisant un effort délibéré pour quelque chose. Et quand elle dit son nom, ce fut sans l'inflexion particulière qui vient de tenir une position d'avantage. Lucas Grand. Il attendit. Qu'avez-vous vu dans cette voiture? Demanda-t-elle. Non la version rhétorique de la question, la vraie. Il la considéra un moment. À la barre de renfort du tablier, dit-il. À l'angle de soudure, 73 degrés, la signature d'un fabricateur spécifique. Vous l'avez vu quand vous étiez accroupi à côté mardi matin. Je l'ai vu dans les photographies de prévisualisation envoyées aux inscrits la semaine précédente. J'étais déjà soupçonneux en franchissant la porte. J'avais besoin de le confirmer en personne.
Elle fut silencieuse un moment et il regarda quelque chose bouger dans son expression. Pas le changement géré de quelqu'un ajustant sa position professionnelle, mais le réarrangement involontaire de quelqu'un traitant le poids spécifique de ce qu'elle avait fait. « J'ai dit ce que j'ai dit devant beaucoup de gens, dit-elle. Pas encore une excuse, une déclaration offerte précisément. Vous l'avez fait, dit Lucas. Elle le regarda fixement. Votre fille était là. Mia a vu beaucoup de choses, dit Lucas, et sa voix n'était ni pardonnante ni dure, simplement honnête, la façon dont très peu de gens sont quand ils ont quelque chose à pardonner et choisissent de ne pas en faire du théâtre. Elle sait qu'être dans le vrai ne signifie pas que les gens vous croiront tout de suite. Elle apprend. Ça va. Jazel soutint son regard un moment plus long qu'il n'était strictement confortable. Votre père, que faisait-il? Il est décédé il y a 4 ans. C'était un ingénieur. Il a passé la plupart de sa vie à regarder des choses que les autres avaient cessé de regarder. Et vous? Il jeta un coup d'œil vers la porte du salon où Mia était. J'aime ma fille, dit-il simplement. Les voitures sont comment je prends soin de ça de la bonne façon. Jazel resta un moment dans l'immobilité particulière de quelqu'un qui vient d'entendre quelque chose qui ne requiert aucune réponse et le sait. J'enverrai une lettre d'excuse formelle lundi, dit-elle. Ce n'est pas nécessaire, dit Lucas. Pas froid, pas une magnanimité performée non plus. Juste la déclaration d'un homme qui avait décidé mardi matin en s'accroupissant dans une salle poussiéreuse qu'il n'avait pas d'usage pour l'opinion des autres sur ce qu'il pouvait voir. Mais si vous voulez l'envoyer, c'est votre décision. Il lui fit un petit signe neutre et se tourna pour récupérer sa fille. 2 semaines passèrent. Lucas ne déplaça pas l'atelier, n'acheta pas un nouveau camion, n'engagea pas une nouvelle enseigne pour le devant du bâtiment. Il ouvrit un compte en fiducie pour Mia à la caisse d'épargne 3 rues plus loin, une somme significative, mise en place dans une structure qui lui donnerait des options quand elle serait assez grande pour en avoir besoin, et sans attache à aucune. Il garda le reste dans un compte professionnel et fit des plans pour agrandir l'atelier d'une baille, ce qui lui permettrait d'engager un second mécanicien et d'arrêter de travailler seul chaque samedi. Rien à l'extérieur du bâtiment ne changea. Le même calendrier de fournisseurs de pièces était encore sur le mur. La même cafetière au poignet craqué restait sur la même étagère. Le docteur Webb passa une dernière fois avant de retourner à Boston, arrivant dans la Volvo avec un paquet plat sous le bras. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie en noir et blanc du sol d'usine. 1963, 2 hommes debout à côté d'une voiture qui était indubitablement la GTR 0 dans sa configuration de course d'origine. La carrosserie intacte et parfaite. L'un des hommes était Arthur Webb, plus jeune que Lucas ne l'avait jamais imaginé, plissant légèrement les yeux dans l'éclairage d'usine. Le docteur Webb avait écrit au dos dans la même cursive compacte penchée à gauche que celle de son père. Ô homme qui a trouvé ce que mon père a laissé derrière. Lucas l'accrocha au mur au-dessus de son établi entre un schéma de câblage pour un coupé 1972 et une photographie de son propre père debout devant une voiture de course dans un paddock de Détroit quelque part au début des années 1990. Un jeudi après-midi 2 semaines après la vente, Lucas était sur le dos sous la muscle car de 1968, la pas remarquable, celle dont le propriétaire avait juste besoin qu'elle roule quand Mia grimpa sur le haut tabouret et commença à arranger rouiller sur le haut de la caisse à outils avec une précision architecturale. « Que fais-tu aujourd'hui » demanda-t-elle comme elle le faisait toujours comme si la réponse déterminerait quelque chose d'important. « Je regarde une voiture, » dit Lucas de sous le châssis. « C'est une bonne ?» « Je ne sais pas encore. Je regarde encore. » Elle réfléchit à cela. « Comme la salle, dit-elle. Comme la salle, acquiesça-t-il. Elle hocha la tête, satisfaite, et retourna à l'arrangement de rouiller. Ce soir-là, pendant qu'il fermait l'atelier, son téléphone vibra sur l'établi. Un texto d'un numéro inconnu, bien que les initiales en bas identifiaient l'expéditeur sans ambiguïté. J.H. Je veux m'excuser pour ce que j'ai dit ce matin, non parce que la voiture s'est avérée être ce qu'elle est mais parce que j'ai jugé avant de regarder et je sais maintenant ce que cela a coûté et ce que cela aurait pu coûter. J.H. Oh Lucas le lut une fois, puis une seconde. Il tapa une réponse. Merci d'avoir écrit ceci. L.G. Il posa le téléphone sur l'établi, éteignit les lumières du plafond, et resta un moment dans l'obscurité de l'atelier avant de monter à l'étage. À travers l'unique fenêtre au-dessus de l'établi,
Le lampadaire dehors jetait un long rectangle sur le sol, et dedans, la muscle car de 1968 reposait sur le pont. Rien de spécial, rien de caché, juste une voiture qui avait besoin de travail. Il la regarda un moment quand même. Habitude. L'habitude que son père lui avait donnée. L'habitude de regarder les choses ordinaires assez longtemps et assez soigneusement pour que l'ordinaire s'avère parfois être quelque chose d'entièrement différent. Il y a des choses que les gens passent parce qu'il n'y a aucune raison évidente de s'arrêter. Il y a des choses qui restent au fond des pièces étiquetées et tarifées et largement ignorées, attendant la seule personne dans la pièce qui sait où regarder et pourquoi. La plupart des gens ne rencontrent jamais cette personne. Et cette personne, calme, sans hâte, tord par le premier calcul du monde, et juste par tous ceux qui suivent, s'annonce presque jamais. Elle s'accroupit simplement au fond d'une salle avec une petite lampe de poche, regarde le soubassement d'une voiture que tout le monde a écartée, et voit ce que personne d'autre n'a pris le temps de trouver. Non parce qu'elle était chanceuse, mais parce que quelqu'un il y a longtemps lui a appris comment.